Ce balado est une présentation du TLFQ, Trésor de la langue française au Québec, groupe de recherche de l'Université Laval. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de la balado du Trésor de la langue française au Québec. Raymond Poirier avec vous et j'ai le plaisir de passer les prochaines minutes en votre compagnie et surtout en la compagnie du directeur actuel du Trésor de la langue française au Québec, Robert Vézina. Bonjour. Bonjour. Et également de retour à la demande générale, en fait, Claude Poirier, donc ancien directeur du Trésor de la langue française au Québec. Bonjour. Bonjour. Et on avait envie de poursuivre avec vous parce que on a parlé d'outils dans les derniers épisodes. On a parlé de l'index lexicologique, on a parlé du fichier lexical, la bibliothèque du Trésor, mais il y a un autre outil majeur qui a également été construit, que vous avez construit, c'est la base de données lexicographique pan-francophone, un projet international dont vous avez été le maître d'œuvre et on avait envie d'explorer avec vous le travail derrière justement cette réalisation-là. Peut-être d'entrée de jeu, je pense qu'il faudrait, pour ceux qui ne la connaissent pas, s'il y en a qui nous écoutent, nous rappeler peut-être en quoi consiste cette initiative, cette sorte de dictionnaire électronique multimédia accessible. Pour comprendre un peu ce que il faut se faire l'idée que vous avez un système de repérage central qui permet de mettre en relation toute une série de bases. Les bases sont faites sur le même modèle, avec les mêmes subdivisions, et c'est ce qui permet au logiciel de poser des questions qui couvrent toutes les bases. On peut interroger, par exemple, prenez le mot « amarré ». Est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur le mot amarré? Alors, vous tapez le mot dans la base, et là, vous allez voir sortir l'Acadie, le Québec, la Louisiane, la Réunion, l'Afrique. Bon. Et le mot existe. Alors, amarré, ça veut dire quoi? Normalement, en français, ça veut dire attacher un bateau sur le quai. Mais amarré, dans ces pays-là, veut dire attacher n'importe quoi. J'ai amarré la vache après le poteau. J'amarre mes souliers. Ce que disent encore les Acadiens. Donc, c'est ça que... On voit tout de suite que les Acadiens ne sont pas tout seuls à dire ça. Ça se dit dans 5-6 pays du monde. C'était ça, mon objectif. C'est de faire voir aux Québécois qu'ils ne sont pas isolés dans la francophonie. On se rend compte qu'il y a un tas de choses qu'on dit, mais qui sont connues ailleurs. Alors, on est ceux qui les emploient le plus régulièrement, mais on n'est pas les seuls à l'employer. Rester pour demeurer quelque part, ça existe en France. Il y a également un certain nombre de mots qu'on croit québécois, mais d'origine québécoise qui ne sont pas, parce qu'ils vivent ailleurs. Et il y a eu une volonté, j'imagine, en cours de route, peut-être à partir des années 70, où on a souhaité reconnaître la variation géographique, dans le fond, du lexique français qui s'est manifestée au fil de l'histoire de cette langue-là. Il faut voir que les dictionnaires ont commencé à tenir compte de la variation géographique du français vers les années 70. Le dictionnaire, le premier qui a été publié, c'est en 1970. Qui comportait des listes de mots à la fin, des mots québécois, des mots suisses, des mots belges. C'est comme ça que ça a commencé. C'est un dictionnaire qui est publié par Bordas. Alors, le Bordas 1970. Alors, c'est le premier dictionnaire qu'il a fait. Mais c'était élémentaire. Par la suite, le petit Robert s'est mis à en mettre. Ajouter. Le Larousse a tardé un peu, mais en a mis. Dans les grands dictionnaires, on s'est mis à l'incorporer. On s'est rendu compte que finalement, la place des Français régionaux devenait de plus en plus importante. Moi, pendant ce temps-là, à partir de 1991, j'ai travaillé sur l'idée qu'on pouvait faire des bases de données comparables à celles qu'on a en terminologie. J'étais émerveillé de voir qu'en terminologie, on avait des bases de données qui permettaient de résoudre rapidement des problèmes. Alors, je me suis dit, on va faire une base de données, mais ça ne peut pas être comme en terminologie, parce qu'il faut que ce soit une base de données qui permette de regrouper les autres emplois français qui sont connus dans la francophonie. Alors, je faisais partie d'un comité de l'Agence universitaire de la francophonie où j'ai pris peu à peu ma place et j'ai vendu l'idée de faire une base comme ça. J'ai soumis un projet et peu à peu, il a été accepté. J'ai été financé par l'Agence universitaire de la francophonie. Alors, ce qu'on trouve actuellement, c'est 20 bases dans lesquelles on trouve des mots qui caractérisent ces 20 pays ou régions de la francophonie différentes. Si j'ai les noms de mémoire, je vais en oublier, mais vous avez le Québec, l'Acadie, la Louisiane, les Antilles, la Belgique, la France, la Suisse,
Le Maroc, l'Algérie, Réunion, Centrafrique, Congo. Madagascar. Donc, ces bases-là ont été faites d'après un modèle que nous leur avons donné. Mon informatique était un étudiant qui a fait ce travail-là. Il s'appelle Jean-François Smith. Il était remarquable. Il ne connaissait rien en informatique, en tout cas peu en informatique quand je l'ai engagé. J'ai fait subir de certaine façon parce qu'il ne voulait pas faire ça au début. Au début, il voulait travailler au dictionnaire. J'ai dit Jean-François, ton père est bon en informatique. Tu dois être bon aussi, tu dois être capable. Il a fait un travail magique, là. C'est-à-dire que c'est lui qui a créé la base qui a permis de faire en sorte qu'on puisse dialoguer d'un pays à l'autre à partir de cette base-là. Là. Donc, en fait, d'une certaine façon, on s'est dit, OK, c'est nécessaire de donner un examen rigoureux, académique, à ce qui était considéré comme des régionalismes. C'est ça, donner un cadre. Et ce cadre-là a été remarqué par l'Académie française il y a 2 ans. Alors, ils se sont rendus compte que notre base permettait de donner des renseignements qu'eux ne pouvaient absolument pas donner. L'Académie française, c'est la langue officielle. Notre base, c'est une langue non officielle. Mais l'Académie, quand même, elle se rajeunit un peu, de certaine façon. Ont accepté ça. Ils m'ont envoyé une lettre me demandant si je voulais mettre ma base à leur disposition. Alors, actuellement, si vous allez sur le dictionnaire de l'Académie, vous cherchez le mot amarré, vous allez voir apparaître en bas une petite indication. Allez voir la base de données lexicographiques pas francophones. Vous cliquez là-dessus, vous tombez dans notre base. Et là, vous pouvez trouver des exemples, trouver des explications historiques, trouver des répartitions géographiques. Je vais vous donner un exemple qui montre bien qu'est-ce qu'on peut trouver dans la base. Un exemple étonnant. Vous avez le mot marabout, qui est un mot qui est bien employé au Maghreb, notamment au Maroc et en Algérie. Ça désigne un personnage pieux qui peut donner de la chance, finalement, si on invoque son nom. Le marabout, c'est presque moi je dirais c'est presque un dieu là-bas. C'est vraiment la référence. Alors, marabout désigne ça, puis désigne aussi la tombe dans laquelle ce personnage pieux a pu être enseveli. Et au Québec, ça veut dire marabout, ça veut dire mauvaise humeur. Comment ça se fait qu'on peut avoir ça? Alors, cet exemple-là illustre bien la complexité des rapports qui existent entre les variétés de français. Marabout avait un sens religieux qui est inscrit dans les dictionnaires français. Mais le marabout qu'on représente a l'air très sévère. Il a la face toujours sévère. Donc, c'est à partir de là qu'en France même, on a fait le sens de quelqu'un qui est acariâtre. Alors, marabout au Québec, ça veut dire de mauvaise humeur, de mauvais poils. Ça découle de là. Donc, ça part des pays, des pays de l'islam, si on peut dire. Ça passe en français et ça revient jusqu'au Québec avec un sens qui se transforme peu à peu, là. Donc, c'est quand même étonnant que d'un sens aussi pieux, marabout, je me rappelle quand j'ai donné cet exemple-là au Maghreb, ils disaient, écoute, c'est presque un sacrilège. Non, mais il se dit couramment chez nous pour parler de quelqu'un qui n'est pas de bonne humeur. Alors, j'aurais expliqué d'où ça venait, puis ça a calmé le jeu un peu. Et ça met de l'avant, dans le fond, je pense, le potentiel de recherche qui peut émaner de banques comparées comme ça, où on explore les différents sens régionaux, dans le fond, d'un même mot. Oui, ça illustre le fait que les Français régionaux sont très, très productifs. Plus productifs parfois que le français de référence qui, lui, met des normes, met des freins. Là. Les Français régionaux, on est libre de parler. On invente des mots. Certains, on la cote, mais plusieurs sont oubliés, mais ça montre que les Français régionaux ont des grandes possibilités de création. Et donc, le BDLP, dans le fond, vient nourrir, vient enrichir les représentations qu'on peut avoir de la francophonie, les compréhensions qu'on peut avoir de la francophonie. Je pense que c'est ça qui a intéressé l'Académie française, parce qu'elle s'est rendue compte, l'Académie s'est rendue compte que c'était pas un dictionnaire, c'était pas une base qui était dangereuse pour le français, mais ça permettait de montrer la richesse de la langue française. Mais à travers un exercice comme celui-là, est-ce qu'il y a, à la limite, je dirais pas de rupture, mais je trouve pas de meilleur mot, est-ce qu'on rompt avec une certaine vision normative traditionnelle du français aussi? C'est sûr que c'est en train de se faire. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, on a en ligne un dictionnaire qui s'appelle Dictionnaire des francophones, qui a été commandé par M. Macron lui-même, président Macron lui-même. Il disait, on va avoir un dictionnaire dans lequel on va trouver toutes les richesses de la francophonie. Alors, notre base de données était inclue dans cette
comme premier invité, c'était nous. Ils voulaient nous avoir dans cette base-là. Donc, c'est une base de données qui est nourrie à partir de projets de recherche comme le mien et qui donne une image plus complète de la francophonie. Donc, la preuve que c'est bien vu, c'est que le président Macron lui-même l'a demandé. L'idée qu'on se fait du français parfait, c'est une idée qui est en train de changer. C'est-à-dire qu'on se rend compte que les gens, les francophones ont tous leur richesse et qu'on n'a pas à faire de séparation entre les Français régionaux, les Français nationaux aussi, et le Français parisien. Le Français parisien est né à Paris, les Français régionaux sont nés ailleurs. Mais toujours en rapport avec Paris, parce que la langue française vient de Paris quand même. Et pour développer la banque, vous l'avez mentionné tantôt, Claude Poirier, dans le fond, il y a plusieurs bases nationales ou régionales qu'on est allé chercher, oui, qu'on est allé bonifier, accompagner, développer. Est-ce que ça a été facile ou ça a été un défi d'aller justement convaincre aussi des organisations, des chercheurs d'embarquer avec vous dans cette initiative-là? Les chercheurs ont rapidement compris l'intérêt parce qu'ils faisaient le même travail que nous. Ils travaillaient sur des mots caractéristiques de leur pays. Alors, ce qui a été difficile, c'est de trouver le moyen de les former. Parce que là, l'Agence universitaire de la francophonie a joué un rôle majeur. Il a payé les dépenses de tous ces gens-là. Quelqu'un venait de Madagascar. Elle venait chez nous 2 semaines, elle se formait. Elle retournait à son pays, puis elle était capable de travailler avec la base. Ensuite, on la suivait. Quelqu'un venait d'Algérie. Il y en a qui sont venus pendant 1 mois. Il y en a qui sont venus pendant 6 mois pour s'initier à la technique que nous avons. C'est une technique quand même assez complexe, d'une certaine façon. Si c'était à refaire, je simplifierais certains aspects de cette base-là, parce que pour intégrer des données à la base, il faut être un linguiste. Il faut vraiment connaître qu'est-ce que c'est qu'une colocation, qu'est-ce que c'est que synonymie, par exemple, qu'est-ce que c'est un vrai synonyme. Les classes conceptuelles. Dans quelle classe conceptuelle? C'est conceptuel du temps, de l'espace. Donc, il y a beaucoup de questions qu'on se pose concernant l'analyse de ces mots-là. Et les gens qui sont venus chez nous étaient des gens capables de faire cette démarche-là. Oui, parce que ça devient essentiel. De toute façon, on ne peut pas développer un outil commun sans méthodologie commune. Oui. Sinon, ça n'aurait pas eu de valeur. D'ailleurs, chaque fois qu'il rentrait une équipe, on modifiait des choses. Je me rappelle de celui qui est venu du Burundi, qui s'appelait M. Frey, qui est malheureusement décédé récemment. Claude Frey, il était très brillant. Il m'a fait changer un certain nombre de choses dans la base. Donc, on changeait, puis on avertissait les équipes qui avaient déjà été formées, disant, ça a été en évolution jusqu'en 2011. Depuis ce temps-là, c'est un peu ralenti parce que moi, j'ai pris ma retraite en 2010 et j'avais pas de successeur. Robert est arrivé comme un sauveur il n'y a pas longtemps. Donc, il n'y avait personne au TFQ, là. Sinon, moi qui allait visiter, qui allait m'assurer qu'on ne jetait pas nos données, là. Donc, la base la base finale date de 2011. Quelqu'un qui consulterait la portion québécoise de la BDLP, ce qu'on appelle la BDLP Québec, qu'est-ce qu'il va y trouver? Il va y trouver des articles qu'on a faits pour le dictionnaire historique. C'est ceux-là qu'on a mis au départ là-dedans. Mais là, on a ajouté également un bon nombre, 300-400 articles depuis. Donc, il va trouver les résultats de notre travail digérés autrement dans une base de données qui présente les choses. C'est le même contenu, mais c'est présenté de façon très différente. Donc, c'est le contenu du dictionnaire historique du français québécois qui est paru en 1998 en format papier. Oui. Donc, tous ces articles-là de 98 sont intégrés à la BDLP Québec. Et en plus de ça, vous avez intégré 200 à 300 nouveaux articles qui ont été rédigés par certainement 300, peut-être 400 là, nouveaux articles. D'accord. Il faut voir aussi que la BDLP a un attrait particulier, c'est qu'on a introduit des vidéos également. Il y a des images, beaucoup, il y a des vidéos. Je pense aux vidéos du Maroc qui est sur le mot Fantasia. Fantasia, ça désigne une espèce de fête collective avec des chevaux, où les gens se déplacent, il y a des courses, etc. Alors, on a une vidéo qui montre ça en action. On le voit, on voit les chevaux à l'œuvre. En fait, on voulait explorer l'idée de la possibilité de mettre des vidéos. On a vu que c'était possible. Mais on aurait pu en faire plus. J'en ai peut-être une 40aine de vidéos au total, là.
Mais c'est très intéressant, quand tu utilises un mot, voir de plus près là, ce que ça signifie dans la culture du pays. Là. Oui, de voir les références, de voir les usages, de voir les manières dans lesquelles ce terme-là est intégré dans la littérature, dans la culture de l'endroit où il s'est développé. Et j'imagine après ça de pouvoir voir et de comprendre comment ces évolutions parallèles ont pu se faire ou les influences croisées, parce qu'en datant, j'imagine qu'on voit, OK, le mot est apparu en premier à tel endroit, qu'est-ce qui l'a amené à tel autre endroit, etc. Ce qui est intéressant aussi, c'est que notre BDLP donne la parole à des auteurs qui connaissent le mot, qui savent comment il s'emploie. Si vous cherchez Fantasia dans le dictionnaire français, vous allez avoir une certaine définition. Si vous allez voir dans la BDLP, vous allez avoir une définition plus précise, plus ancrée dans la culture. Là. Il y a des définitions que les dictionnaires français donnent à des mots régionaux qui sont complètement fausses. Alors, dans notre BDLP, ça ne peut pas être faux, c'est des auteurs locaux. Ils connaissent leurs mots. C'est une approche décentralisée. C'est ça. Et en même temps, on rompt un peu avec, encore là, une certaine hiérarchie du français parce qu'on donne valeur à l'ensemble des français régionaux et même à l'ensemble des français régionaux autant comme langue première, autant comme intégration seconde. C'est ça. Et une fois qu'on a démarré le projet, donc on est arrivé avec un premier lancement en 2004. Et vous l'avez dit, c'est resté en évolution même jusqu'en 2011. Oui. À un moment donné, j'imagine qu'il a fallu publier, il a fallu rendre ça disponible aussi à un moment où il y avait suffisamment d'informations pour que la valeur, que l'intérêt soit là. Non, les bases ont commencé à travailler vers la fin des années 90. Mais on avait suffisamment de données en 2004 pour faire un lancement. Il y avait 8 pays qui étaient prêts. On a fait le lancement et le lancement, ça a permis de faire connaître le BDLP un peu partout, notamment au Québec où il y avait la salle où on a fait le lancement était pleine. Les gens, ils voulaient voir ça. Et on a continué à travailler avec les équipes jusqu'en 2011. Alors, ça veut dire qu'il y a quelqu'un au TLFQ qui correspondait avec les équipes, qui corrigeait leur base, qui les aidait à améliorer leurs produits. Mais depuis 2010, depuis 2011, c'est... Et dans le fond, il y a eu, après le lancement 2004, d'autres pays qui se sont joints, qui sont ajoutés aussi à l'initiative. J'imagine que d'avoir un premier lancement, après ça donne un petit coup de pouce pour aller... Oui, c'est ça. Oui, bien là, dernièrement, grâce à un financement de l'OQLF, on a pu reprogrammer l'ensemble de la BDLP pour la mettre au goût du jour sur le plan informatique. Donc là, la BDLP, là, donc son avenir est assuré pour plusieurs années parce que là, elle était sur le plan technologique, elle est tout à fait à jour. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc moi, je crains pas pour la pérennité de cette base-là pour encore plusieurs années. En termes de développement, là, c'est autre chose. Ouais. Donc, pour l'instant, c'est quand même une base là, qui est fermée. À ma connaissance, elle n'est plus alimentée par aucune des parties qui a contribué à sa constitution. Là. En tout cas, de notre côté, on ne l'alimente plus. On se contente de l'entretenir. Donc, la BDLP est bien fonctionnelle pour encore de nombreuses années. Donc, il faut dire aussi que les auteurs des BDLP sont des gens de ma génération. Donc, moi, j'ai 74 ans. Donc, ils se sont rendus à la retraite. Et là, l'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, a d'autres projets. Donc, là, c'est c'est vraiment l'agence qui est à l'origine du financement. Là. Alors, il faudrait relancer ça, mais moi, je me dis, c'est un produit qui existait à une certaine époque. Maintenant, on a le dictionnaire des francophones. Dans 20 ans, on aura un autre projet, mais ça se nourrit, puis on va finir par avoir quelque chose de substantiel. Là. Tout à fait. C'est une contribution. C'est ça. Personne ne peut prétendre être complet. Non. Oui, puis ça donne une assise, encore là, un peu comme dans les épisodes précédents, on parlait du fichier lexical, on parlait de l'index lexicologique. Ben, dans le fond, la base de données francophone panaméricaine, la base de données lexicographique pan-francophone vient ajouter un peu à l'ensemble et, dans le fond, tout ça devient, on le disait d'entrée de jeu, dans le fond, un accélérateur de recherche où on a quand même un constat qui date d'il y a une dizaine d'années, mais qui est représentatif, dans le fond, d'une évolution des Français. Autant qu'il peut permettre aussi de faire découvrir des accents, des particularités régionales, puis de les mettre en évidence. Ouais, dans le fond, il y a deux choses à considérer. C'est qu'il y a les données qui sont rendues disponibles, il y a surtout le message. Moi, ce que je trouve le plus important, c'est le message. Le message, c'est qu'il n'y a pas seulement Paris où on parle bien le français. On le parle ailleurs. Et le français est très riche dans d'autres pays que la France. C'est le message central. Une fois que le message est passé, le reste, c'est des détails.
Effectivement, puis si on détaille un peu ce message-là, on pourrait dire que la BDLP est venue illustrer la diversité de la langue française telle qu'elle est parlée dans les régions de la francophonie et la capacité d'adaptation, la vitalité de cette langue-là dans ces différentes régions-là. Tout à fait. Ça montre que la langue des régions est productrice, est capable de rivaliser avec Paris. Et que c'est pas le Québec, dans le fond, qui fait cette rivalité-là, que chaque région, dans le fond, a ses pierres, a son apport et a sa vitalité à elle. Je dois avouer que c'est la motivation qui est la plus grande chez moi, de montrer que le Québec n'est pas isolé. On n'est pas des exceptions. On est comme les autres. Et notre parler a la même origine que les autres. Puis on a créé peut-être un peu plus, parce qu'on était coupé de la France, il a fallu quand même se trouver un vocabulaire pour désigner notre faune, notre flore, notre enracinement en Amérique du Nord, notre système notre façon de vivre. Alors tout ça était légitime et le Québec est souvent donné comme modèle dans plusieurs études, disant que pas pour rien qu'il y a eu des 128 stagiaires qui sont venus de différents pays, des pays de l'Est, des pays de l'Asie, mais en plus des pays européens, les États-Unis, l'Afrique. Donc c'est quand même des îles Antilles, de la Réunion. Et est-ce qu'on a l'impression que ça a eu un effet similaire aussi dans d'autres pays ou auprès d'autres communautés qui ont participé à l'exercice de sortir un peu d'un certain isolement ou d'une dynamique hiérarchique? Est-ce que ça a eu cet effet pour eux aussi? Oui, ça a eu cet effet. J'ai remarqué surtout pour la Suisse. La Suisse, ça a été un des principaux collaborateurs. Il y a une très belle base de données. Dans les pays d'Afrique également, il y a beaucoup de discussions sur la norme du français. Alors là, ça les a fait réfléchir. On peut peut-être avoir nous aussi nos mots qui sont possibles. Là. De polémiser un peu cet esprit-là et le fait que, dans le fond, encore là, qu'il y a la norme, oui, française, mais que les réalités régionales valent aussi, un peu dans les distinctions entre les langues parlées, les langues plus propres et le reste, mais ça existe ailleurs aussi. Oui. Il y a des mots qui sont étonnants. Par exemple, le mot bureau, dans certains pays d'Afrique, ça veut dire la maîtresse. Deuxième bureau, troisième bureau. Donc, il y a également un mot comme abakos. Ça désigne un vêtement de type européen. Mais le mot s'est dit rapidement d'un vêtement africain, avec des vêtements qui ressemblent à un vêtement avec col Mao. Donc, l'abakos, ça s'est répandu à partir du Burundi, probablement, ou peut-être du Congo. Et c'est connu dans plusieurs pays d'Afrique. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire qu'à travers le trésor de la langue française au Québec et à travers les outils dont on jase depuis 2 épisodes, donc ça montre la richesse de tout ça, je pense aussi. Donc, d'un côté, on s'est affairé à développer, à donner des pierres d'assises aux Français ici, mais qu'on a eu la volonté de faire profiter le plus grand nombre, dans le fond, de ces assises-là qu'on s'est développées pour que les assises ailleurs puissent émerger ou se solidifier. Les gens qui ont fait les bases dans ces pays francophones ont gardé une image très, très favorable du Québec. Et je sais que moi, ils m'ont toujours considéré beaucoup parce que je leur avais permis de s'inscrire dans un projet international. Donc, les pays d'Afrique, notamment, c'était quelque chose. Le Maroc, c'était quelque chose aussi. Parce que le Maroc a été notre plus belle base, à un moment donné, et avec ses vidéos, ses images. Donc, ça a beaucoup valorisé aussi. Ils ont eu réponse à leurs questions, d'une certaine façon, comme nous, on a eu réponse à la nôtre. Alors, en fait, on rappelle, et d'ailleurs, on l'a mentionné, dans le fond, ces outils-là sont disponibles en ligne. La BDLP, donc je le rappelle, la base de données lexicographique pan-francophone, on peut y accéder, entre autres, également via le dictionnaire de l'Académie française auquel elle a été intégrée. Alors, on espère que ça ait donné peut-être envie un peu d'aller plonger dans ces outils-là, d'aller les voir, parce qu'on en parle, mais on peut aller les découvrir aussi. Alors, on peut le faire. L'adresse de la BDLP est facile à retenir, c'est bdlp.org. Tout simplement. Donc, c'est facile à y aller. Alors, l'invitation, elle est lancée. Robert Vézina, directeur du TLFQ, merci. Merci, Raymond. Et Claude Poirier, ancien directeur du Trésor de la langue française au Québec, merci également. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle que vous étiez à l'écoute d'une balado présentée par le groupe de recherche du Trésor de la langue française au Québec, basé à l'Université Laval.